Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de la vie de Sola. Moi, c'est Thibault Laurent, oui, parce que je me présente assez jamais, mais c'est comme bien de le faire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tout à fait particulier, puisque on va parler de reproduction canine et féline. C'est un sujet qui est très important, qui nous concerne. La preuve, j'en connais une qui a réagi tout de suite. Non, ça suffit. Et pour ce faire, nous avons demandé la présence et l'intervention, surtout, du docteur Juliette Ross-Pichonneau. Bonjour Thibault, merci de ton accueil. Je suis Juliette Ross-Pichonneau, je suis vétérinaire et spécialiste en reproduction animale. Donc j'ai un diplôme du Collège européen en reproduction animale, ce qui concerne tout l'appareil reproducteur du chien, du chat, du mâle et de la femelle. Je suis également gérante d'une société qui s'appelle Annie Repro et cette société a une page Instagram et Facebook sur laquelle vous pourrez retrouver plein de petites infos sur la reproduction et vous pourrez nous retrouver dans différentes structures puisqu'on ouvre des services spécialisés de reproduction. Donc par ailleurs, j'ai écrit un livre sur la reproduction du chien et du chat qui s'appelle Les 100 questions sur la sexualité du chien et du chat, reproduction et santé, que vous pourrez trouver sur le site de Poulet Édition et dedans vous retrouverez toutes les questions ou presque sur le sujet de la reproduction du chien et du chat. On va commencer tambour battant. Qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser cette discipline? Parce que on est d'accord que c'est quand même un peu particulier. Oui, c'est très particulier. Voilà. Alors pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pas ce que je voulais faire au départ. Quand j'ai intégré l'école, je voulais faire veto faune sauvage, comme la majorité des étudiants qui rentrent à l'école. Et puis en première année, j'ai mon mentor, le professeur Alain Fonbonne, qui est une vraie pointure et qui est mon modèle dans la vie, qui nous a fait une conférence sur la conservation des guépards et la reproduction assistée, donc les inséminations artificielles, etc. chez le guépard pour la protection de l'espèce et la sauvegarde des espèces de la faune sauvage. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui m'intéresse, la sauvegarde des espèces, etc. Alors au final, dans ma pratique, je fais beaucoup plus de chiens-chats, mais l'objectif c'est ça, c'est de se spécialiser dans un domaine pointu pour pouvoir me sentir utile et pouvoir être appelée si besoin est dans ce domaine de la faune sauvage. Donc au départ c'était de la faune sauvage et puis au fil du temps, des rencontres et des études, je me suis trouvé une passion pour la reproduction de façon plus spécifique. En fait, c'est marrant parce que vous êtes. À chaque fois que je fais venir un spécialiste sur cette chaîne, j'ai toujours la même phrase. Alors au départ, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais vous arrivez un jour à faire ce que vous avez envie ou pas? Je sais pas, c'est quand même assez. En fait, quand on intègre, on sait pas qu'on peut se spécialiser. Donc je pense qu'on vient tous avec des idées reçues, des idées préconçues sur la vie d'un vétérinaire. Et puis on découvre au fur et à mesure des études, des rencontres et des conférences justement de nos pairs, quoi. Comment je peux savoir, quand j'ai un jeune chien, si mon chien est sexuellement actif, par exemple pour les mâles, Oui. et comment je sais que ma chienne est en chaleur, par exemple? Pour la femelle, ça va être un peu plus simple que chez le mâle. Les premiers signes arrivent avec la puberté, c'est comme chez nous, à partir du moment où l'animal est pubère, il va présenter des signes d'activité sexuelle, c'est ce que tu disais. Alors, si on parle du chien, effectivement, alors le mâle il va commencer par exemple à lever la patte pour faire pipi, et plus se mettre en position de femelle comme il le faisait quand il était chiot. Il va commencer à être intéressé par les femelles en chaleur, etc. Tout ça, c'est des signes de puberté. Alors, le comportement va venir avant la fertilité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un chien s'intéresse à une femelle dès 5 mois qu'il est forcément fertile par exemple, mais voilà, ça va être les signes d'activité sexuelle, c'est les signes de la puberté, donc le mâle qui s'intéresse aux femelles, le mâle qui va essayer de saillir une femelle, qui va lever la patte, etc. Ça c'est pour le mâle. La femelle, pour les signes de chaleur, donc évidemment les premières chaleurs vont être je suis pubère, je suis une chienne pubère, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut la faire reproduire sur ses premières chaleurs, ce qui est interdit. Les premières chaleurs et les chaleurs de façon générale, ça va être la vulve qui gonfle, c'est le premier signe. La vulve d'un coup devient visible. Sur une chienne impubère qui a une micro-vulve, et d'un coup on lève la queue et oh, on voit quelque chose. Ça, c'est le début des chaleurs en général. Et puis, les chiennes vont avoir des pertes vaginales sanguinolentes. Alors attention, c'est pas nos règles, d'accord? Parce que souvent, ça peut être un mythe, effectivement, que les chiennes ont leurs règles. Ça n'a rien à voir. Le cycle sexuel de la chienne et de la femme sont tout à fait différents. Ça fonctionne pas pareil. Et finalement, quand une chienne perd du sang, une chienne c'est la période où elle va être fertile, alors que nous, quand on a nos règles, c'est pas du tout la période où on est fertile. Donc rien à voir, mais ça va être ça. Ça va être les pertes la vulve qui gonfle, les pertes sanguinolentes, et puis parfois aussi, je cherche le mâle. Ça va être une chienne qui va être un peu plus difficile à contrôler, par exemple, quand elle est avec d'autres chiens, s'il y a des mâles entiers, etc., qui va avoir tendance à moins revenir quand on l'appelle, etc., parce qu'elle cherche son partenaire. Voilà, globalement, c'est ça les signes des chaleurs. Lorsque tu parlais de justement du comportement du mâle, est-ce qu'on peut
avoir un rapport direct entre un mâle sexuellement qui est devenu sexuellement actif, c'est comme ça que ça se dit ou pas? Oui, Oui, on peut, d'accord. Et de l'hyperagressivité. Ce qui est important de savoir chez le chien, c'est que l'agressivité peut avoir différentes origines, il y a différents types d'agressivité et toutes ne sont pas liées aux hormones. C'est pour ça que c'est une excellente question que tu me poses et extrêmement importante parce que typiquement, effectivement, quand nous, on vient nous voir pour des consultations en vue d'une castration et que le motif de la castration, c'est mon chien est agressif, c'est typiquement pas le bon motif. Pourquoi? Parce que, on en reparlera probablement plus tard, mais la stérilisation peut avoir un impact plutôt négatif sur ça. Et du coup, un chien qu'on castre sur une agressivité qui n'était pas liée aux hormones, non seulement ça ne va pas provoquer d'amélioration, mais en plus ça peut le dégrader. Actuellement, je ne connais aucun chien dans mon entourage proche qui a été stérilisé autrement que pour une question de comportement. Oui, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. C'est pas réellement un problème, parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de cas où, bien sûr, la stérilisation va avoir un impact positif et va être au moins une partie de la réponse pour résoudre ce problème-là. Mais c'est vraiment pas dans tous les cas. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a des alternatives à la castration chirurgicale, qui est définitive, parce que quand j'enlève les testicules, concrètement, je ne les remets pas en place. Donc, l'effet, il va être définitif. Et aujourd'hui, on a des méthodes chimiques réversibles, donc qui vont nous permettre effectivement au moins de tester d'une certaine façon le comportement du chien quand il n'a plus de testostérone et donc de savoir si finalement retirer la testostérone va avoir un impact positif ou non sur le comportement qui était quand même le sujet du propriétaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un propriétaire vient avec un motif de consultation, nous, notre objectif, c'est de répondre à ce motif de consultation. Et effectivement, eh bien, cet implant qu'on peut mettre en place va nous servir de test. Parce que moi, j'ai une amie qui me faisait le retour suivant. Elle est en train de beaucoup réfléchir à savoir si elle va faire castrer son chien, parce que on lui a dit, mais attention, là, je te parle d'éducateur comportementaliste, diplômé, voilà, que son chien était soumis à ses hormones et qu'il était important de faire castrer son chien parce que effectivement le chien souffre beaucoup de cette production hormonale et qui lui fait percevoir son environnement de manière très complexe. Je pense qu'il y a beaucoup d'anthropomorphisme là-dedans. La soumission aux hormones, c'est des termes dont je ne suis pas certaine... Enfin, que je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment utiliser pour qualifier quelque chose sur le comportement du chien. À nouveau, il y a des comportementalistes vétérinaires qui sont diplômés du Collège européen de comportement, donc qui sont vraiment focalisés là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que typiquement dans ce genre de cas, les alternatives réversibles à la castration chirurgicale sont typiquement des solutions qu'on peut proposer. Et c'est très important d'en parler à son vétérinaire. En fait, la castration, c'est un acte qui est chirurgical, qui est définitif et qui va avoir un impact, pas seulement sur le comportement de l'animal, mais parfois sur d'autres choses. Et la stérilisation chez la chienne, pareil, c'est pareil, retirer les ovaires, c'est pas anodin. Souvent, on considère que c'est facile, c'est une chirurgie de 20 minutes et voilà, mais pas du tout. C'est déjà pas du tout un acte anodin en termes de pratique. Ça reste une chirurgie. Et ça va avoir un impact sur le reste de la vie de l'animal. Donc, c'est vraiment une décision qui est importante à prendre et surtout à discuter avec des professionnels. Les éducateurs qui ont une valence comportement sont de très bons conseils également, mais il y a des vétérinaires comportementalistes aussi quand les cas sont plus compliqués, etc. Il ne faut pas hésiter en tout cas à au moins prendre l'avis avant à nouveau de passer sur une solution définitive. Il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait parce qu'à nouveau, sur certains types de comportements, la stérilisation peut aggraver la situation. Il ne faut surtout pas que les gens comprennent mal ce que je dis. Je ne dis pas du tout que la castration ou la stérilisation rend agressif. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Par contre, on sait que la stérilisation peut accentuer des comportements négatifs déjà présents. Donc un chien qui n'est pas agressif ne va pas devenir agressif parce qu'on l'a castré. Par contre, effectivement, ça peut aggraver la situation. Sur des chiens qui vont avoir une tendance à la timidité, par exemple, si vous voulez, ils peuvent aller un peu plus vite en avant plutôt que de reculer. Vous voyez l'image que je veux dire. S'il se sent un peu agressé, plutôt que de fuir, il va peut-être aller un peu plus facilement, effectivement, sur un comportement d'avancée que sur un comportement de fuite. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Et ça marche chez le chien, et pour ça que je parlais de la stérilisation, ça marche chez la chienne aussi. On a des chiennes qui, quand elles sont un peu borderline, on va dire, c'est un terme utilisé en comportement, donc je ne devrais pas l'utiliser, mais quand elles sont un peu limites sur le comportement, peuvent
se dégrader avec l'ovariectomie, enfin la stérilisation par ovariectomie aussi. J'aimerais revenir quand même sur un point, notamment sur la stérilisation, la castration chimique. Oui. Parce que Sola est concerné directement par ça, mais moi personnellement, j'ai vu aucun changement comportementaux après la castration chimique de mon chien. Voilà. D'accord. Ça, je vais le dire. Il a été très agressif avec ses congénères, mais c'est l'accompagnement comportemental qui a tout changé. C'est pas du tout la castration. Ce qui justifie ce que je disais avant. Tout à fait. Excuse-moi. Oui, non, mais tout à fait. C'est l'exemple type de la castration ne change pas forcément les choses. Et attention, Sola, c'était un ninja. Il faisait des choses, c'était des angoisses, les promenades. Est-ce qu'il y a un risque pour la santé de l'animal de stériliser chimiquement le chien? Alors, on n'a pas 1000 options de stérilisation chimique actuellement chez le mâle. On a ce fameux implant dont je parlais. Effectivement, du coup, comme c'est le seul, on va dire qu'il y a peut-être un monopole du laboratoire, mais c'est les seuls à avoir fait des recherches là-dessus. Donc, forcément, c'est les seuls à avoir publié ça. Il y a énormément de publications scientifiques maintenant qui sont sorties sur l'utilisation et la sécurité d'utilisation de cet implant. On en pose beaucoup. À nouveau, s'il y a des soucis lorsqu'on pose l'implant ou par la suite dans les mois qui suivent, on fait ce qu'on appelle des déclarations de pharmacovigilance. Donc, ça permet de prévenir le laboratoire qui va derrière, évidemment avec le recul, parce que c'est toujours pareil, quand on fait des études de sécurité d'un médicament, on n'a qu'un échantillon de chiens. On n'a pas 150 000 chiens implantés. Donc après, effectivement, quand le médicament, mais c'est pareil en médecine humaine, quand le médicament derrière est diffusé à grande échelle, effectivement, on peut se rendre compte de certaines choses. Actuellement, le médicament, il est quand même utilisé depuis longtemps, maintenant. Il devient de plus en plus répandu, mais en fait, ça fait des années qu'il est sur le marché. Chez le chien, maintenant, il vient d'obtenir une AMM chez le chat, donc on commence vraiment ça commence à se développer. Et pour l'instant, on n'a pas eu de retour fondamentalement négatif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, de façon ponctuelle, un ou deux chiens qui va présenter... Voilà, ça reste un médicament qui puisse exister. Exactement. Il y a toujours une notice avec des personnes qui peuvent plus ou moins bien réagir. Tout à fait. En plus, c'est un médicament hormonal, donc bien sûr, on va jouer sur différentes choses, surtout que dans l'axe de contrôle des hormones sexuelles chez le chien, on ne sait pas tout. Donc, bien sûr, en ajoutant une hormone là-dedans, on n'a pas une maîtrise absolue. Mais le recul des années et des années qu'on a sur ce médicament-là, sur quand même une grande population de chiens maintenant, nous laisse quand même penser qu'en termes de sécurité, on n'est pas si mal que ça. Je vais aller encore plus loin, on n'est pas certain que l'utilisation de la stérilisation chimique par rapport aux conséquences à long terme de la stérilisation chirurgicale n'est pas mieux. On n'en sait rien. Il y a des études actuellement qui se portent sur ce sujet-là. Est-ce que finalement ce ne serait pas sûr au long terme de faire de la stérilisation chimique que de la stérilisation chirurgicale? On se pose la question parce qu'on sait que maintenant la stérilisation chirurgicale peut avoir des conséquences au long terme sur l'animal. Irréversible. Donc, est-ce que la stérilisation chimique va avoir ce même type de conséquences ou des conséquences beaucoup moins importantes, justement? C'est une vraie question. Parce que quand on castre chirurgicalement ou qu'on castre chimiquement, en réalité, en termes d'hormones, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Je pense que ce serait trop compliqué d'en parler aujourd'hui, mais effectivement, la testostérone est à 0 dans les deux cas. Par contre, les hormones initiales de l'axe qui se produisent par une petite glande qui est sous le cerveau, elles ne fonctionnent pas pareil. Elles ne réagissent pas pareil à la stérilisation chimique versus stérilisation chirurgicale, voire elles font l'inverse. Donc, sur l'organisme, à nouveau, ça reste des hormones où on a des récepteurs un peu partout, pas que sur les testicules ou les ovaires. Donc, on peut avoir un impact qui, actuellement en tout cas, n'est pas connu tout simplement parce que souvent chez le chien, on utilise l'implant comme un test et quand le test est concluant, on castre le chien au final. Donc des chiens qui sont implantés derrière plusieurs fois et qui vont avoir sur le long terme vraiment une stérilisation chimique, on n'en a pas tant que ça. C'est pour ça que c'est pas forcément évident de faire ces études. Et en plus, c'est des études à nouveau de long cours. C'est-à-dire que c'est des chiens qui vont être avec un début d'implantation par exemple à 1, 2, 3 ans et qu'on doit suivre sur 10 ans. Donc bien sûr, il faut laisser le temps à la science et nous laisser le temps d'avoir le recul sur ça. Il faudra utiliser cela parce qu'en fait, moi, tu réimplantes? Je réimplante en fait. Parce que comme s'il a vraiment son alopécie X, c'est une catastrophe. Pour son poil, il y a une immense différence entre mon chien avec un plan et sans implant. Je me retrouve avec des taches qui apparaissent dans son poil. Alors, les gens vont me dire oui, mais c'est pas grave, c'est esthétique. Non, c'est pas que esthétique. En fait, la peau à nu d'un chien, c'est pas anodin en fait. Très bien, donc c'est très complet. Bon, on a beaucoup à parler du mâle, mais j'aimerais aussi revenir quand même un petit peu sur les femelles. Parce que, alors après, encore une fois, c'est un cas isolé, mais j'aime bien quand même parce que c'est des exemples que j'ai. Voilà.
Je me rappelle d'une chienne qui était une chienne de staff qui était donc entière, je ne sais pas si ça se dit, voilà, et qui effectivement était un petit peu vive quand elle jouait. Et c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus impressionnant avec les staffs parce qu'ils sont très puissants et on a cette image toujours assez dégradant de cette espèce. Les propriétaires étaient assez dépassés par ce comportement et ils l'ont stérilisé. Et moi, de ce que j'ai pu en constater, c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec un animal qui n'était plus du tout, mais plus du tout contrôlable. C'est pire, c'est pire. Ouais, mais ça va dire encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention. Mais vraiment, la chienne, elle était possédée par un démon. Et pourtant, j'adorais cette chienne. Hein, une merveille. Hein, avec les êtres humains, elle était... voilà, avec mon chien, c'était son grand copain. Mais c'est vrai qu'avec les chiennes, elle était extrêmement agressive. Et j'ai vraiment vu la différence. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent, lorsque ma chienne a été stérilisée, son comportement, et notamment vis-à-vis du même sexe, a été très compliqué. Ça revient exactement sur ce que je disais, c'est-à-dire que la stérilisation, c'est pas toujours la solution. Voire dans de nombreux cas de certains types de comportements négatifs, ça l'est absolument pas et ça peut les dégrader. C'est exactement ce que tu décris. C'est pour ça que à nouveau, moi, quand j'ai une consultation pour de la stérilisation, j'y passe pas 10 minutes, en général, ça me prend facile 45 minutes pour vraiment discuter de tout ça, parce que là, on parle de comportement, mais il y a tout le reste. Et la première question, c'est pourquoi vous voulez faire stériliser votre animal? Si le sujet, c'est parce que j'ai un problème avec le comportement, je dis stop tout de suite, et je dis, s'il y a un problème de comportement, il faut déjà voir avec un comportementaliste pour essayer de déterminer quel type de problème c'est, et du coup de savoir si la stérilisation va avoir potentiellement un impact positif ou un impact négatif. Avant de stériliser, parce qu'une fois qu'on a retiré les ovaires, c'est pareil, je les remets plus en place. Et j'ai pas de substitut hormonal comme on pourrait avoir chez la femme pour la ménopause ou quoi, ça n'existe pas chez la chienne. En plus de ça, quand il y a un problème de comportement, souvent les comportementalistes trouvent ça plus simple de les traiter quand la chienne est entière, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est stérilisée, ça devient incontrôlable, effectivement, et souvent, ils s'en sortent pas. Par exemple, une chienne qui est dans sa période post-chaleur, pendant les 2 mois qui suivent les chaleurs, la chienne, elle fait ce qu'on appelle une pseudo-gestation, hormonalement parlant, et vous avez des chiennes qui ne les supportent pas, et qui deviennent fin folles pendant cette période-là. Donc si votre chienne, c'est une crème toute l'année, sauf pendant ces 2 mois-là, à chaque fois, là on peut se dire que potentiellement la stérilisation va aider puisque ça va arrêter ces cycles. Si vraiment les comportements négatifs sont liés à ces périodes où les ovaires sont actifs, que ce soit pendant les chaleurs ou pendant la pseudogestation, là effectivement on peut se dire que de les retirer va aider. Ça peut être des clés. Pas, en retirant les ovaires, potentiellement en réglant des problèmes dits comportementaux, déclencher d'autres problèmes parce qu'en fait les hormones n'ont pas une action que sur le comportement. Nous, on est vraiment très focus comportement. Oui. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'études qui sont en train de sortir sur l'impact de la stérilisation sur un certain nombre de choses. On va mettre le comportement de côté puisqu'on en a parlé, mais il y a par exemple le développement ostéo-articulaire. Les chiens qui sont dits dysplasiques de la hanche, du genou, du coude, type Labrador, les Golden, toutes les grandes races globalement. On sait maintenant que les stériliser avant la fin de la croissance, peut avoir un impact négatif sur le développement de maladies ostéo-articulaires. Donc des chiens qui auraient tendance à la dysplasie risqueraient de développer plus rapidement de la dysplasie de la hanche, par exemple, parce qu'on les a stérilisés trop tôt. L'autre chose, c'est... Elle est intéressée, elle en fait partie. Mais alors, tranquille, quoi. Dérange pas. Il y a 5 caméras, il y a tout ce qu'il faut. Non, mais c'est vraiment... Tu vois, elle sait qu'elle n'a pas le droit, hein. Mais là, on est vraiment sur une tentative. C'est quoi? C'est un putsch? Comment ça se passe? Quel est le sujet, là? On dirait le coup de boule de Zidane. Tu sais, genre, t'es dans un stade complet, 2,5 milliards de téléspectateurs, tu vois ce que je veux dire, et tu crois que ça va passer, quoi. T'as 5 arbitres, 350 caméras, mais je le fais quand même, tu vois, on sait jamais, ça passe. Donc, mademoiselle, je vais te demander de bien vouloir descendre. Voilà. Merci, ma chérie, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Donc, effectivement, il y a tous ces problèmes ostéo-articulaires qui font que maintenant, sur un très grand nombre de races, on a envie d'attendre un petit peu avant de stériliser. Il y a aussi tout ce qui est maladie cancéreuse. Alors là, je vais faire ouvrir de grands yeux à tout le monde. On sait maintenant, et attention, je vais vraiment préciser mon propos, que certains types de cancers sont plus fréquents chez les chiens stérilisés que chez les chiens entiers. D'accord? Alors, oui, c'est une bombe. Hein. Voilà. Je vais nuancer mon propos. C'est très important de nuancer ce propos. Ce sujet de la stérilisation me tient énormément à cœur. Me tient énormément à cœur parce que
c'est un sujet qui, pendant des années, c'était de toute façon, il faut stériliser tout le monde avant les premières chaleurs. Je parle des femelles. Il faut castrer les mâles parce que comme ça, ils sont moins agressifs. Et il faut stériliser tout le monde avant les premières chaleurs parce que, du coup, pas de portée, pas tout ça. Et surtout, pas de tumeur mammaire. C'était ça, l'argument. Là, tout de suite, maintenant, c'est encore le discours. Hein. C'est normal. Voilà. C'est normal parce que toutes ces études dont je te parle, là, ça fait peut-être entre 5 et 10 ans max qu'elles sont en train de pulluler complètement et de sortir. Sauf qu'une fois que les études sont publiées, c'est nous qui les lisons. Souvent, les spécialistes, les généralistes, ils ont un boulot monstre, donc, et ils peuvent pas faire des formations tous les jours sur tous les domaines de leur métier de généraliste, donc c'est à nous de les former, donc effectivement c'est nous qui lisons ces études-là, et ensuite on forme les étudiants en fait. La première ligne qui sort, c'est les étudiants. Donc si tu tombes sur un vétérinaire globalement qui a mon âge, lui il va probablement te dire « attends ça, attends ci, voilà ». Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a encore ce discours-là, mais les vétos généralistes sont vraiment très enclins à se former sur ces sujets, sont très intéressés par la stérilisation et les conférences qu'on fait ont toujours beaucoup de succès, donc vous inquiétez pas, vos vétos se forment et notamment sur ce sujet-là. Donc effectivement, avant, on stérilisait toutes les femelles pour éviter le risque de tumeur mammaire et a raison d'ailleurs, parce qu'effectivement, quand on stérilise avant les premières chaleurs, le risque de développer un jour une tumeur dans sa vie est quasi nul. On est sur du 99% de protection contre les tumeurs mammaires. Quand on attend le deuxième cycle, ça descend un petit peu, autour de 95-98%. Ça reste quand même pas ça reste quand même assez acceptable. Hein. Voilà. L'ovariectomie, c'est pas du tout une chirurgie anodine. Vous avez des vétos qui préfèrent largement retirer une rate que de retirer des ovaires en termes de stress de la chirurgie. Dans mon domaine de chir à moi, réaliser une césarienne, c'est beaucoup plus facile en termes de technique, je parle. De technique chirurgicale, réaliser une césarienne, il y a beaucoup moins de risque de saignement sur une césarienne que sur une ovariectomie. Beaucoup moins de risque d'hémorragie, largement, on ne touche pas aux vaisseaux sur une césarienne. Sur une ovariectomie, les vaisseaux des ovaires, ça saigne beaucoup quand ça veut saigner. Donc c'est pas anodin du tout, et notamment sur les très grandes races. Et puis maintenant on le fait par célioscopie, ce qui est encore un autre sujet, on le fait par caméra et mini-invasive, c'est hyper sympa, voilà, exactement. Exactement, tu connais bien la technique. Donc c'est hyper sympa parce que c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus sécure pour le chien. On met pas de fil à l'intérieur, on brûle les vaisseaux. Donc voilà. Après, par contre, les conséquences sont les mêmes. On retire les ovaires. Pour revenir sur les statistiques sur les tumeurs mammaires, ensuite attendre les troisièmes chaleurs, par exemple, on tombe un petit peu, on reste autour de 85, entre 85 et 95% de protection, donc on reste quand même sur une bonne protection. Et après, effectivement, on commence à perdre le bénéfice. Donc quand on stérilise une chienne à 4-5 ans, effectivement, on sait qu'elle est à risque de développer une tumeur mammaire, voire un peu avant, d'accord ? Maintenant, les tumeurs mammaires chez la chienne, en réalité, c'est pas toujours une fatalité. Il faut savoir qu'il y en a quand même au moins 40% qui sont bénignes. Et sur les tumeurs malignes, il y en a encore une grosse partie qui sont malignes in situ, enfin qui sont malignes de façon beaucoup plus locale et à développement pas forcément rapide. À partir de 4-5 ans, vous palpez les mamelles une fois par mois, par exemple. Et si un jour vous trouvez une petite boule dans les mamelles, et ça peut être un grain de riz, un petit pois, etc., quelque chose qui est bien dur, et bien là, par contre, on n'est pas attentiste. On l'enlève tout de suite. Et en général, si on retire la tumeur dès qu'on l'a vue, c'est une histoire qui se termine là. Après, effectivement, tu as des tumeurs qui peuvent se développer très rapidement derrière. Donc, tu as des tumeurs où parfois les gens me disent « Oui, ça fait 2-3 ans, il ne se passe rien, ça n'a pas bougé pendant 2-3 ans, et là, en un mois, c'est devenu une orange. » Donc, ça veut dire que si on fait la palpation une fois par mois, ce qui est pas, exactement. Ça prend combien de temps la palpation? 3 secondes. D'accord. Tu caresses ton chien. Voilà. Donc, on est d'accord qu'on se met une petite alarme. Voilà. Un petit, et on se dit que tous les premiers du mois, on va palper les mamelles de la chienne et on est bien. Exactement, oui, c'est ça. Attention, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut plus stériliser les chiens. C'est pas le sujet. Quand je commence mes conférences sur la stérilisation, je dis toujours, la question c'est, si vous me posez la question, est-ce qu'il faut stériliser l'animal? La réponse va être oui, pour plein d'arguments. Le sujet, c'est quand dans la vie de l'animal. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Avant les premières chaleurs, après les premières chaleurs, terminer la croissance de l'animal, c'est ça le sujet. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a d'autres, on a parlé des tumeurs mammaires, on a dit qu'il y a certains types de cancers qui étaient plus fréquents chez les chiens stérilisés que chez les chiens entiers. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails parce que les études montrent qu'entre le labrador, le berger allemand et le golden retriever, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Voilà, c'est complètement race dépendant. C'est pour ça que la décision de stérilisation, elle est individuelle. C'est pas inférieur à 10 kg, je stérilise avant les premières chaleurs, supérieur à 40 kg, je stérilise après les troisièmes. C'est une décision qui doit être individuelle. Et à ça se rajoute, à ces notions-là, une notion qui est assez peu décrite dans les littératures, mais qui, à moi, en tant que spécialiste, me tient énormément à cœur. C'est le développement de l'appareil génital. On en discutait un petit peu au début, je te disais, tu me demandais quels sont les signes de chaleur. Les signes des premières chaleurs chez la chienne, c'est d'un coup la vulve est apparue.
Tu soulèves la queue du chien, tu voyais pas sa vulve, et d'un coup, pendant les premières chaleurs, tu la vois. Et après les premières chaleurs, elle va dégonfler, mais elle va se voir quand même. Et ça, c'est hyper important. C'est de l'expérience personnelle. En tant que spécialiste, on n'aime pas trop les expériences personnelles. On aime bien les données chiffrées, on aime bien les preuves scientifiques. Mais la réalité, c'est que j'en vois 1 à 2 fois par mois des cas comme ça, c'est-à-dire des chiennes qui viennent parce qu'elles ont des vaginites et que ces vaginites sont liées en partie à un problème mécanique, c'est-à-dire que le vagin est trop petit, la vulve est trop petite, elles ne sont jamais développées. Et malheureusement, quand le vagin est trop petit, parce qu'il ne s'est jamais développé, et moi je ne peux pas faire grand-chose. Je peux chirurgicalement aider un petit peu quand il y a vraiment une vulve barrée, le périnée qui est tombé sur la vulve et la vulve microscopique qui est enfermée là-dedans et du coup ça sointe, ça macère à l'intérieur. Ça, je peux faire quelque chose. Mais par contre, aller faire développer le vagin d'une chienne qui ne s'est jamais développée parce qu'il n'y a jamais eu les premières chaleurs, ça... L'examen de l'appareil génital au moment de la consultation de pré-stérilisation fait partie intégrante de l'examen. Et ça permet de voir si la chienne elle n'a pas déjà des signes de vaginite, parce que une chienne qui se développe, tu sais qu'une chienne, tu as vu tes chiens grandir, ça ne se développe pas de façon homogène. Donc l'appareil génital, ça vient très tard et souvent d'abord le chien qui se développe beaucoup et la vulve qui reste toute petite. Et souvent on a des petites vaginites. Donc une chienne qui va avoir des petites gouttes à la vulve un peu sale, ça typiquement dans les premières chaleurs c'est très fréquent et si on ne fait pas l'effort de regarder la vulve, on s'en rend pas compte et on stérilise alors que la chienne elle a une vaginite dont le traitement, ça aurait été ses premières chaleurs. Tout ça pour dire que la stérilisation c'est important. Pourquoi ? Parce que malgré tout, si on les stérilise assez tôt, on a quand même un facteur protecteur des tumeurs mammaires. Et surtout, c'est important parce que ça va quand même protéger des maladies de l'appareil génital interne de la chienne qui prend de l'âge. C'est ce qu'on appelle le pyomètre, l'infection de l'utérus. Et ça, la chienne à chaque cycle est à risque de le faire parce que c'est vraiment lié à la progestérone, cette hormone de la pseudogestation. Et l'utérus se dégrade avec l'âge, ça c'est normal, c'est dégénératif. L'utérus se dégrade et devient de plus en plus, si tu veux, sensible à développer cette infection. Donc évidemment, stériliser avant que la chienne fasse son pyomètre, c'est quand même mieux. Et puis ça va protéger des tumeurs du vagin, des tumeurs utérines, des tumeurs des ovaires, etc. Parce que quand il n'y a plus d'ovaires, il n'y a quasiment plus de maladies, ni de l'utérus, ni du vagin, à part les inflammations de type vaginite dont on discutait. Donc effectivement, la stérilisation, c'est important. C'est une décision qui doit être prise de façon individuelle, donc en fonction du sexe, en fonction de la race, en fonction de l'état de développement de l'animal, en fonction de l'état cognitif et comportemental, on en discutait, les questions comportementales, et aussi de la vie que l'animal de la vie de l'animal avec son propriétaire. Je me suis dit, bon voilà, on va discuter parce que c'est bien d'aborder le sujet rapide, mais en fait ça touche à un quotidien qui est au final, mais oui. En fait c'est dès les premiers mois de notre... Oui. On a ça en tête en bien fait, sûr. c'est vraiment stérilisation à 4 mois. Alors, donc. La stérilisation à 4 mois et avant c'est ce qu'on appelle la stérilisation précoce. Alors là, il y a tout un autre pool d'arguments qui va dire oui ou non. Donc c'est encore une part de la stérilisation à sujet. C'est un sujet très compliqué, la stérilisation précoce. Nous, en tant que spécialistes, on est plutôt non, voire très très non, pour différentes raisons et notamment pour le problème anesthésique. Alors, l'anesthésie du chiot pédiatrique, vraiment avant 4 mois, on sait qu'il y a des risques associés. Les organes de type rein et foie qui vont devoir gérer les molécules anesthésiques ne sont pas tout à fait terminés en termes de fonction. Et donc évidemment, même si on sait maîtriser ce genre de choses, c'est quand même pas la même chose en termes de sécurité anesthésique. Moi personnellement, je le refuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les éleveurs demandent ça. Ils veulent déjà protéger leur race. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que si une chienne ou un chien sortent de chez eux avec leur affixe, avec leur génétique qu'ils ont travaillé quand même pendant des années, souvent, aillent se reproduire avec n'importe qui. Et il y a un autre côté qui va peut-être, parce que ça c'est le côté éleveur, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Moi, je travaille avec beaucoup d'éleveurs et quand vous avez des éleveurs qui ont passé leur vie à créer des lignées où ils ont travaillé, pas que la beauté, parce que souvent on pense que l'éleveur c'est de la beauté, pas que, il y a les lignées de travail aussi, tous les chiens handichiens, tous les chiens militaires, etc. Là aussi, vous avez des lignées de travail, donc c'est aussi ça, le travail d'élevage. Et puis aussi, il y a tout ce qui est question de maladie. Les éleveurs ont fait beaucoup de rétropédalage sur notamment des maladies comme les cardiopathies du cavalier King Charles, etc. Des maladies dont effectivement, quand on fait de l'élevage, et quand on sélectionne, à un moment donné, il y a un point de rupture où on se rend compte qu'il y a certaines maladies qui apparaissent. Et ok, on s'en rend compte, et il y a les bons éleveurs, du coup, sélectionnent pour retourner en arrière et retrouver des lignées saines. Donc tout ça, c'est un travail, et du coup, ils n'ont pas forcément envie qu'on mette par terre leur travail. Et c'est important de comprendre que les éleveurs, ils ne font pas que des animaux ou que du chien pour faire des sous, parce que c'est pas le cas. Les bons éleveurs qui sélectionnent vraiment... Il y en a beaucoup. Moi, j'ai que ça.
quand ils font l'effort d'aller mettre effectivement de l'argent dans une portée comme ça, parce que faire de l'insémination artificielle, faire de la congélation de semences, faire venir de la semence des États-Unis, etc., bah, c'est un coût. Souvent, la portée ne paye pas tout ça, ou ne paye pas toujours tout ça. Surtout quand on fait de la congelée et qu'à la fin, il n'y en a que deux, bah, les 5 000 $ que vous avez mis pour faire venir la semence, plus les frais vétérinaires, etc. derrière, plus éventuellement une césarienne s'il y a césarienne, plus les croquettes de la mère, plus les croquettes des chiots, plus les... Il y a tout ça en fait. J'ai assez peu d'éleveurs qui vivent de leur métier d'élevage, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui travaillent à côté. Les quelques éleveurs qui vivent, parce que peut-être qu'il y en a qui regarderont les vidéos et qui se diront bah mince, pourquoi elle... Non, pas du tout. Les quelques éleveurs que j'ai qui vivent de leur métier, dans la très grande majorité des cas, pareil, c'est des passionnés qui n'ont pas forcément énormément de chiens et qui, même quand ils en ont beaucoup, en général, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils tiennent à leur chien et c'est qu'ils font de la vraie sélection. Tout comme je ne fais pas de match, c'est-à-dire que les gens qui viennent parfois pour faire de la repro sur leur chienne et qui me demandent à moi de trouver le mâle, c'est pas mon boulot. D'accord, c'est à eux de trouver leur mâle et surtout c'est à eux de vérifier qu'en termes de génétique, justement, ça correspond. Donc il y a vraiment, c'est un travail d'éleveur, ça. Je suis pas éleveur. Moi, je suis technicienne de l'amour. Je fais pas les matchs. Je vois ce que tu veux dire. Je suis que la technicienne. Mais c'est vrai que bon, parce que pour moi, ça va devenir un vrai sujet et un vrai combat justement à l'avenir. Dans lequel je vais m'engager, qui est la lutte contre les élevages intensifs et qui font justement absolument n'importe quoi pour en avoir été victime. C'est pour moi un vrai sujet et c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qui se fait, ce qui ne devrait pas se faire. Quand moi j'interviens, j'ai pas forcément toutes les clés, c'est toujours pareil à ce que les gens vous disent et ce qui se passe réellement à la maison. Moi, je ne vais pas dans les élevages. Enfin, quand ils viennent pour me dire j'ai envie de faire reproduire mon chien, je leur dis pas ok, mais alors je fais une visite d'abord et je vois comment ça se passe. Je ne peux pas faire ça. Donc évidemment, est-ce que parfois certaines personnes me disent des choses et que c'est pas vrai du tout, enjolivent les choses et que c'est pas du tout vrai à la maison? Peut-être. Maintenant, les vrais élevages intensifs, dans l'idée que tu t'en fais, c'est-à-dire qui ne vont pas forcément avoir vraiment un regard attentif sur le bien-être et sur les maladies, ceux-là, je ne les vois pas. Ceux-là, quand une chienne, elle ne fonctionne pas, ils changent. Quand je me remémore ce qu'on m'a sorti au moment où j'ai adopté mes animaux, ça fait tilt, ouais. Et quand j'entends ce que tu me dis, c'est super violent quand même. Enfin, honnêtement, hein, c'est super violent. Mais justement, du coup, tu vois, ces notions de stérilisation précoce à 4 mois, j'en ai parlé et parfois tu as même des éleveurs qui me disent mais je veux bien lire les études. À nouveau, les éleveurs avec lesquels je travaille, je leur dis toujours, moi j'estime que, ok, je suis votre vétérinaire, mais ils ont beaucoup plus de notions, par exemple la néonate, c'est eux qui gèrent les chiots. En réalité, tu as des éleveurs, clairement, moi j'ai les notions techniques, j'ai les notions scientifiques, théoriques, mais en pratique, j'ai pas fait beaucoup de naissances. Naturelles, je parle pas de césarienne. Je parle de naturel puisque ça se fait dans les élevages. Donc en réalité, ils ont des connaissances que nous, on n'a pas toujours, ou en tout cas pas en termes de pratique, parce qu'il y a ce que nous, on apprend et ce qu'on lit et les études, et puis à un moment donné, il y a le pratico-pratique, qu'est-ce qui se passe quand tu as le chiot devant toi. Voilà, et puis il faut être là au moment de la naissance. C'est difficile quand tu es en cours d'avoir... Ça tombe bien, il y a une naissance, les gars, Exactement. Donc moi, ce que je leur dis, et c'est vraiment comme ça que je vois mon métier en tant que spécialiste de reproduction, c'est qu'on travaille main dans la main pour faire avancer les choses. Parce que, effectivement, notamment dans l'élevage, mais ça marche aussi pour la stérilisation, des choses comme ça, si on ne travaille pas main dans la main, si on n'a pas de retour, on n'avance pas, en fait. On en était à effectivement cette stérilisation précoce. Oui. On va devoir répondre à la question. Alors, je le dis, excusez-moi, en fait, on vient de s'apercevoir au fur et à mesure de la conversation qu'on va devoir faire une deuxième partie. Parce qu'effectivement, c'est hyper dense et qu'en fait, on n'a même pas encore abordé les mythes, justement, qu'on voulait un petit peu débunker. Donc, si on a un petit peu le temps, ce serait quand même d'en claquer un ou deux, histoire de donner une petite balade. Donc, on va y avoir une autre partie. Donc, lorsqu'on fera la partie 2, c'est normal que cette dame soit habillée différemment, normalement, et moi aussi. Voilà, parce que là, en fait, c'est trop dense et c'est trop intéressant. De le dire, on est quand même des gens très... Voilà, surtout toi. Mais voilà, on est quand même des gens très intéressants. Voilà. Donc, sur cette fameuse question de la stérilisation dite précoce, donc si j'ai bien retenu, effectivement, vous, en tant que spécialiste, si on vous demande votre avis, on va dire un peu formel, sans nuancer, vous auriez tendance à dire non. J'ai tendance à dire non. Et souvent, quand j'argumente, du coup, auprès de mes éleveurs qui avaient tendance à le faire, notamment chez le chien, souvent, quand j'argumente et que je leur expose le pourquoi du comment, ils me disent « Ah oui !» Du coup, peut-être qu'on va arrêter, effectivement. Mais on en vient, c'est une bonne transition sur les mythes, justement, de est-ce qu'il faut faire reproduire mon chien ou pas, et justement sur cette question, sur ce sujet qui est que
la reproduction, c'est absolument pas un parcours de santé, que c'est pas du tout anodin pour la chienne, et est-ce qu'elle en a réellement besoin ou pas, c'est une vraie question. Parce qu'en plus de ça, moi, je tombe toujours sur les mêmes personnes qui me font halluciner. C'est toutes ces personnes qui viennent te voir en disant « Oui, mais dans la nature, comment ils font si on n'est pas là pour les réguler ?» Mais justement, en fait, dans la nature, ils se régulent, en fait. J'ai vu des documentaires où certaines femelles, en fonction des espèces animales, en fait, même si elles peuvent, elles refusent la saillie. Oui, et puis dans la nature, ça meurt. En disant, enfin, je veux dire, en disant les choses Oui. un peu crûment comme ça, quand une mise se passe pas bien et qu'il y a un chiot qui se présente en travers et qu'elle peut pas l'expulser dans la nature, bah... Quel est le mythe, on va dire un peu le plus... D'abord, le plus répandu, selon toi. Le truc, en fonction de la reproduction, des maladies, celui qui, genre, quand on vient, même si tu restes très professionnel. Et bah, il y en a quelques-uns en repro, c'est difficile de choisir, mais c'est vrai que l'un qui revient beaucoup, c'est celui dont on parle là. C'est je dois faire une première portée à ma chienne pour qu'elle se sente bien, voire qu'elle soit protégée de certaines maladies. Ça, c'est un mythe qui est vraiment répandu. Je dois faire une portée à ma chienne pour qu'elle soit heureuse, qu'au niveau du comportement, elle connaisse la maternité, des choses comme ça. Et qui est faux. Il est faux. Voilà. Alors, je vais mettre un tout petit peu de nuance. Ah, ça j'aime bien. Parce que je pense que dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a quelques chiennes, il y a des propriétaires ou des éleveurs qui me disent parfois, quand elle a eu sa première portée, elle a changé. Est-ce que le fait qu'elle ait eu une portée, on a été plus attentif à elle? C'est possible. En tout cas, est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Non. Est-ce que ça peut changer son comportement? Oui. Maintenant, à nouveau, comme je te le disais, ça peut être en positif, mais ça peut être en négatif aussi. Si le propriétaire me dit tout de suite, c'est parce que je veux qu'elle connaisse ça, je les arrête tout de suite et je leur dis, alors c'est pas la bonne raison. Si vous voulez faire reproduire votre chien parce que vous avez envie de garder un petit, parce que vous avez envie, voilà, de vivre l'expérience, de le vivre avec vos enfants, que ce soit ludique, de voir le développement des chiots, etc. Vous le faites pour vous, mais vous ne faites pas une portée pour votre chienne, parce que ça ne va pas la protéger de certaines maladies. En tout cas, la science ne l'a pas déterminé. Exactement. Voilà. La science n'a pas du tout déterminé que ça protégeait, que ce soit les mamelles, l'utérus, les ovaires. Pas du tout chez la chienne. Et sur le comportement, à nouveau, parce que La le perception comportement du chien, quoi. maternel, c'est instinctif, c'est inné, mais comme chez nous, de temps en temps, eh ben, elle a Il y a pas des envie. ratés, quoi. Ouais. Et elle n'a pas envie, c'est pas très fréquent, Ouais. mais ça peut arriver. Ouais. Le cannibalisme, ça existe, et ça peut être extrêmement traumatisant pour la famille. Ouais, Ça peut être extrêmement traumatisant, et à nouveau de devoir s'occuper d'une portée de 4, 5, 6, 12, je sais pas, chiots dont la mère ne veut pas s'occuper, voire ne se laisse pas téter du tout, ça veut dire biberon toutes les 2 heures, y compris la nuit, c'est plus la même histoire. Ouais. Donc il faut être quand même prêt, et moi je suis prête à accompagner des gens, mais ça, j'aimerais bien sensibiliser les gens là-dessus. Si vous voulez faire une portée à votre animal, venez nous voir d'abord pour qu'à nouveau on prenne le temps de vous expliquer ce que c'est de faire reproduire, de pourquoi vous voulez le faire, pour savoir si c'est voilà, une bonne chose ou pas pour votre chienne, de comment se passe la saillie, de comment se passe le suivi pendant les chaleurs pour pas faire n'importe quoi, de comment se passe la gestation, de ce qui peut mal se passer pendant la gestation pour que quand même vous ayez toutes les clés en main avant de se dire, parce que parfois j'explique tout ce qui peut se passer pendant la gestation, j'explique comment se passe la mise bas, comment ça se passe quand ça se passe mal, ouais. pour être capable de réagir et d'être capable à nouveau de supporter. Comment se passe le postpartum, tu as tout à fait raison, parce que c'est pas non plus anodin. Et de savoir aussi qu'il y a quand même, selon certaines études, entre 13 et 20% de mortalité néonatale, ça veut dire qu'il faut se préparer psychologiquement quand même à perdre des chiots, parce que c'est pas drôle quand vous le faites pour les enfants qui ont entre 6 et 10 ans à la maison et que vous avez 2 chiots sur la portée de 8 qui meurent. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Il y avait un petit qui pouvait pas... En fait, quand il tétait, je crois qu'il devait y avoir un problème au niveau de l'œsophage, mais en tout cas, voilà. Et donc, toutes les 2 heures, je me levais la nuit. Pour le faire téter. Et il a fini par mourir dans mes mains. Ça peut être très choquant. Et à nouveau, il faut y être préparé psychologiquement. Quand c'est une consultation où parfois, ça dure une demi-heure jusqu'à 1 heure parfois, où voilà, on va tout détailler. Et ce qui va vous permettre parfois à la fin de dire, finalement, je vais peut-être pas la mettre à la reproduction, ma chienne. Ouais, non, parce que bien j'ai sûr. pas envie de lui faire subir ça, parce que je suis pas prête à assumer les conséquences s'il y a besoin. Je suis pas prête financièrement s'il y a besoin d'une... ce qu'on disait tout à l'heure, je suis pas prêt financièrement s'il y a besoin d'une césarienne, parce que voilà, et donc c'est une consultation qui est extrêmement importante. Et effectivement, est-ce que je dois faire reproduire ma chienne pour son bien-être ou pour sa santé? C'est un vrai mythe et une idée reçue. Et autre chose, je pense que c'est vachement important de le préciser, et corrige-moi si je me trompe, votre avis, il est consultatif. Bien sûr. C'est-à-dire que si par contre les gens veulent quand même malgré tout toutes les recommandations que vous avez données, votre avis consultatif qui a été absolument pas en fait, c'est de ne surtout pas le faire, et si les personnes le font quand même, elles sont dans leurs droits. Bien sûr.
Voilà. Ah, bien sûr, je ne suis pas la police et je les suivrai. C'est-à-dire que je préfère que les propriétaires me disent cash, on va le faire et j'aimerais quand même que vous suiviez la gestation, etc. Donc, tu préfères que malgré le fait qu'en tant que médecin, tu leur as dit non, ce n'est pas du tout une bonne idée pour X raisons, mais que si les personnes décident malgré tout de le faire et elles sont dans leur plein droit à ce moment-là, tu préfères que quand même t'occuper à ce moment-là de l'animal malgré que tu aies dit non. Je ne vais pas faire toutes les techniques de reproduction assistée nécessaires pour l'aider à se reproduire si j'estime qu'elle ne devrait pas se reproduire. Par contre, si elle est gestante, je vais suivre les gens parce que, à nouveau, je préfère, pour le bien-être de l'animal et la santé de l'animal, parce que je suis vétérinaire quand même, c'est quand même ça mon cœur de métier, je préfère la suivre et qu'elle ne soit pas juste livrée à elle-même dans la nature avec des gens qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose. Beaucoup de personnes vont regarder la vidéo et je suis aussi engagé sur le fait d'adopter en refuge, en SPA, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui vont remettre en cause la légitimité de ton intervention médicalement parlant, et surtout on dit que les refuges sont humains. Donc comment se fait-il que ta spécialité existe et que tu, entre guillemets, accompagnes des personnes alors que les refuges sont pleins? Et donc, je pense qu'il est nécessaire à ce moment-là d'avoir des personnes, des médecins, des docteurs, qui ont plus de diplômes que j'ai de points de QI. Bon, tu me diras, c'est pas forcément le truc le plus difficile à faire, mais quand même, qui peuvent accompagner les gens dans cette prise de décision et eh bien, je vais le dire, dans ce business, parce qu'aujourd'hui, les animaux d'élevage, qu'on le veuille ou non, c'est un business. Pour faire en sorte que ça se fasse, on va dire, du mieux possible et que l'accompagnement soit quand même tourné vers le bien-être animal, et on sait que c'est quand même un enjeu aujourd'hui, hein, voilà. Des personnes telles que toi, des docteurs spécialisés, sont absolument nécessaires pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de roue libre possible. Exactement. C'est ça. En fait, on est un peu un garde-fou. Et bien sûr que je le fais de façon raisonnée. Je ne vais pas du tout aller aider sur des animaux qui pourraient me paraître en mauvaise santé. Je suis tout à fait capable de dire non dans certains cas. C'est une très bonne chose que tu dis et je te remercie de pointer ça du doigt. Tu as raison, il y a un vrai sujet sur le chien de race et le chien de refuge. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on part sur l'idée d'une race, on ne choisit pas qu'un physique. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que parfois, les éleveurs avec lesquels je travaille, beaucoup d'entre eux, puisque ce sont des sélectionneurs et à nous qui ne vivent pas de ça, choisissent les propriétaires. L'avantage, entre guillemets, des chiens de race, et je ne dis pas que je suis contre le refuge, bien sûr que j'appelle tous ceux qui peuvent à adopter en refuge et à sauver ces animaux en refuge, bien sûr. Mais je ne suis pas à dénigrer non plus les gens qui préfèrent acheter un chien de race parce que, quand on achète une race, alors parfois il y a des cas qui sortent de l'ordinaire, mais en général, vous savez ce que vous allez avoir en termes de format. Vous achetez aussi un entretien, parce que vous savez à peu près si ça va être beaucoup d'entretien ou pas, et vous achetez un comportement aussi. Des antécédents médicaux aussi. Exactement. Et surtout, est-ce que le comportement et les besoins du chien en termes d'activité, n'importe qui ne peut pas avoir un husky. Il ne faut pas taper sur les éleveurs et taper sur le chien de race parce que parfois avoir un chien de race c'est plus cohérent avec sa vie que d'avoir effectivement un chien de refuge qui va peut-être être plus difficile avec les enfants, qui va être maintenant à la SPA, ils sont aussi capables, ils connaissent souvent les chiens, ils sont aussi capables de dire ce chien-là vous le trouvez peut-être très beau mais c'est peut-être pas adapté aux enfants, ou voilà, ils connaissent un peu les caractères. Mais effectivement, quand on achète un chien de race, on achète un physique bien sûr, mais on achète aussi un caractère quoi. Oui, et puis en fait, c'est pas la même démarche. Émotionnelle, intellectuelle. Qu'on l'achète ou qu'on aille le prendre en SPA, c'est une adoption. On adopte dans sa famille un animal. Peut-être que pour certaines personnes, quand on doit sortir 1500, 2000, 2500 € pour acheter le chien, peut-être qu'on a fait des recherches, qu'on a fait la démarche, qu'on a réfléchi. Pour certaines personnes, oui, effectivement. Ouais. Voilà, et puis je ne dis pas que ceux qui vont en SPA ne font pas la démarche de réfléchir à leur chien, etc. Attention à ce que je dis. Quand on met de l'argent dans un chien, c'est peut-être une décision qui va être, pour certains, encore plus réfléchie. On va peut-être moins vite l'abandonner aussi. Et puis on va aussi dire que ça permet aussi aux chiens, à l'espèce canine de subsister, qu'on le veuille ou non. Lorsqu'on adopte des animaux en SPA, normalement ils sont stérilisés. Oui. Donc si on ne fait que de l'adoption en SPA et qu'on arrête complètement la reproduction en élevage, la race canine finira par disparaître. Exactement. Et puis il n'y a pas tant de chiens de race que ça en SPA, ce qui pose question. Est-ce que le chien de race est quand même moins abandonné que le chien qui n'était pas un chien de race parce qu'on a adopté un Tigio qui était trop mignon mais qu'on ne se rendait pas compte qu'il allait peser 50 kilos et que...
Et puis certaines races de chiens qui sont à la mode, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très direct concernant mes chiens. Quand on voit que mes huskies ont du rappel, ils sont très calmes. Tu vois, on est en tournage sur Tridor, ils m'ont rien pulvérisé, hormis le petit passage de Tsuki tout à l'heure, mais on ne sait pas. Voilà. Je dis, attendez, les gars, je passe ma vie avec mes chiens. On va devoir mettre fin à l'entretien. Je suis désolé, c'était un vrai plaisir. On va refaire une vidéo très vite. Je vais juste me permettre juste un petit quelque chose, parce que c'est important. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Les 100 questions. La sexualité du chien et du chat, reproduction et santé » de Juliette Ross-Pichonneau. Merci beaucoup, tu as été adorable. On se retrouve prochainement pour la partie 2. D'ici là, profitez de la partie 1. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. À mon avis, dans l'espace commentaire, il va y avoir quand même 2-3 choses quand même bien intéressantes. Et encore heureux, je vous demande juste d'être un peu courtois, poli, voilà, comme si vous vous adressiez à vous. Voilà, donc soyez courtois et poli. Partagez cette vidéo à des personnes que vous savez être intéressées par le sujet ou concernées directement. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas, parce que c'est quand même un petit peu dommage de rater de telles occasions, quand même, voilà. Et donc, à très vite.